dans Passe à mon avocat, votre émission, l'émission dans laquelle on évoque bien entendu des problèmes, car des problèmes, il y en a toujours et surtout, là on ne s'attend pas. Mais le thème de l'émission, ce sont les solutions. Alors aujourd'hui, le thème que l'on va aborder, ce sont les assurances en général. On va faire un petit tour d'horizon. Et pour ce faire, j'ai invité un grand professionnel, Monsieur Charles Gervais, assureur donc et agent d'assureur. Tout à fait. Agent d'une compagnie et courtier également. Donc on va évoquer un petit peu l'ensemble de ce qu'on peut savoir, des questions qu'on se pose le plus généralement sur les assurances, que ce soit automobile ou autre. Et c'est pour ça qu'on a l'honneur et le plaisir d'inviter donc Monsieur Charles Gervais. Mais avant cela, votre reportage. En France, la loi oblige tous les conducteurs à assurer leurs véhicules motorisés, moto comme auto, afin de protéger toutes les personnes qui circulent sur la voie publique. Une obligation légale qui permet notamment en cas d'accident mortel d'avoir un recours. Plusieurs options d'assurance s'offrent alors aux conducteurs. On dira que vous avez 3 formules. Donc vous avez la formule tiers, c'est la plus simple. Vous avez la formule tiers plus vol, bris de glace. Vous avez la formule tout dommage. Dans les 2 dernières formules, les catastrophes naturelles sont prises en compte. Au moment de souscrire à une quelconque assurance auto, l'identité même du conducteur entre en jeu, la prime d'assurance pouvant fortement varier. L'âge pour les jeunes chauffeurs, nous savons tous malheureusement que le prix de l'assurance est très élevé. Pour l'âge, pour le sexe aussi, les femmes sont un peu moins chères que les hommes, compte tenu que les statistiques posent que les hommes ont beaucoup plus d'accidents que les femmes. Elles sont beaucoup plus prudentes, on dira. Par rapport à l'historique, donc vous avez ce qu'on appelle la loi a mis en place, la loi française, puisqu'on dira qu'à l'étranger, on n'a pas ce système de relevé, on appelle ça un relevé d'information. À l'étranger, nous n'avons pas ce système de relevé d'information. Les caractéristiques à la France, où il est reporté tous vos accidents, tous vos dommages sur un relevé, donc un document qui vous sert qui est identifié par rapport à un véhicule, le véhicule en question. S'il disparaît, si vous le vendez, vous ne le vendez pas, mais s'il est là, ce relevé vous permet de vous assurer ailleurs. Donc oui, si vous avez beaucoup de sinistres, des dommages causés, ça vous coûtera beaucoup plus cher. Et au-delà de la seule assurance auto qui s'active automatiquement en cas d'accident, l'assuré peut également déclencher d'autres options ou assurances pour couvrir les dommages corporels. L'assurance auto n'est pas la seule à rentrer en jeu. Il y a en termes généraux plusieurs types d'assurance. Vous avez la GAV, donc la garantie des accidents de la vie, si le conducteur ou le propriétaire de la voiture a ce type d'assurance. Donc elle peut entrer en compte. Vous avez aussi l'assurance décès, invalidité, incapacité totale ou partielle qui peut entrer en compte en cas de blessé. En Guadeloupe, au vu de l'état des routes et des statistiques des accidents, les primes des assurances sont majorées par rapport à celles de la métropole. Selon la sécurité routière l'an dernier, 57 personnes sont décédées sur les routes de notre département, soit 3 fois plus qu'en métropole. Alors, tout à l'heure, en introduction, on a indiqué que vous étiez donc agent d'assureur, mais vous n'êtes pas que cela, vous êtes aussi courtier. Tout à fait. Et je pense que c'est important pour le public de comprendre justement les nuances entre les 2 professions. Parce que bon, pour eux, il y a un assureur devant eux, mais il ne faut pas oublier que ça peut être très différent, puisque le courtier est avant tout le représentant de l'assuré vis-à-vis de l'assureur, de la compagnie d'assurance. Okay, donc il représente les intérêts de son client. Tandis que l'agent, lui, je ne dis pas qu'il ne représente pas les intérêts, mais il est, lui, le représentant de la compagnie d'assurance. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, on va voir ce qu'on appelle un assureur, on signe un document d'assurance, mais on ne sait pas, parce que le téléspectateur ne sait pas, est-ce que c'est un courtier ou un agent d'assurance ou un assureur. Finalement, je crois qu'il ne sait pas du tout. Il voit juste un nom, il signe, mais en fait, c'est vrai que souvent, renseignez-vous. Lorsque vous allez voir un assureur ou un agent d'assurance, est-il courtier au moment où vous signez le contrat? C'est-à-dire qu'il va envisager donc de signer un contrat en son nom, mais pour une assurance, il est intermédiaire, ou bien est-il agent d'une assurance, par exemple, c'est le cas, donc parfois même les deux, c'est pas tout à fait la même chose, et en cas de litige, il n'aura pas tout à fait le même rôle. Alors, on a tout à l'heure en introduction envisagé d'évoquer, quand même ça intéresse beaucoup de monde,
L'automobile, parce que c'est vrai que s'il y a bien un domaine qui intéresse un peu tout à chacun, aujourd'hui, il y a des automobiles partout. Il n'y a qu'à aller à Jarry ou en Guadeloupe, n'importe où, à peu près n'importe où pour le voir. Alors, comment ça fonctionne? On sait bien le tiers, assurance au tiers, assurance touriste, mais concrètement, demain, une personne assurée au tiers, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, qui a un accident, il est responsable, de quoi est-il couvert? Alors, l'assurance au tiers, c'est l'assurance de la responsabilité civile du conducteur, en fait, du propriétaire du véhicule. Donc, elle ne couvre que les dommages qu'il peut causer à autrui, aux autres automobilistes et même aux personnes transportées dans son propre véhicule. Donc, c'est-à-dire que lui-même a un accident, il est responsable, il ne sera pas indemnisé par l'assurance pour ses dommages? Tout à fait. D'accord. Les dommages au véhicule ne seront pas couverts s'il n'est assuré qu'au tiers. Par contre, tout ce qu'il peut causer comme dégâts, y compris même les dommages corporels, malheureusement, aux autres, à autrui, est couvert. D'accord, mais par contre, pour lui-même, non. Non. Sauf le régime de sécurité sociale qui existe pour tout à chacun. Voilà. Ok. Tout à fait. D'accord, mais alors, l'autre question, je vous la pose aussi, tout risque, c'est vraiment tous les risques. Imaginons, ça arrive, nous sommes en véhicule, assuré tout risque, et une personne donc commet un accident, et ça arrive de plus en plus souvent, prend la fuite. Dans ces cas-là, est-ce que tous les dommages sont couverts par l'assurance parce que la personne en question est assurée tout risque? Tout à fait. À partir du moment où vous avez une assurance tout risque, c'est la compagnie d'assurance qui garantit votre véhicule qui va intervenir. Même si on n'a pas le nom ou du monde ne connaît pas, on n'arrive pas à prouver éventuellement qu'il y a une personne qui nous est rentrée dedans, ce qui arrive parfois. Même si le tiers n'est pas identifié, tout à fait. L'événement pour lequel vous êtes assuré s'est réalisé, votre véhicule est endommagé, incendié, cycloné. En conséquence, la compagnie paye. Si elle a un responsable, elle se retourne contre ce responsable. Si elle n'en a pas, c'est une perte pour elle. Ah, une question un peu piège. Et en cas de cyclone force 5, est-ce que dans ces cas... Alors, je suis assuré tout risque, cyclone force 5. Est-ce que dans ces cas, je suis assuré? Tout à fait. À partir du moment, même si vous n'êtes pas assuré tout risque, parce qu'en fait, il y a 3 formules, on peut dire. Il y a la formule tiers sur route, donc responsabilité civile seulement, tout risque. Mais au milieu, il y a la formule intermédiaire, tiers plus vol, incendie et bris de glace. Et même dans cette formule intermédiaire, vous êtes assuré en cas de dommage par cyclone à votre véhicule. À partir du moment où il y a une assurance dommage, il y a une catastrophe naturelle qui s'est produite, il y a un arrêté interministériel déclarant la zone en état de catastrophe naturelle. Votre véhicule, même, il n'est pas assuré tout risque, mais il sera quand même indemnisé à cause de l'arrêté, à cause du cyclone. Grâce à l'arrêté ou peu importe? Tout à fait, il faut qu'il y ait l'arrêté. Il faut qu'il y ait l'arrêté, ce n'est pas automatique. Voilà. Alors, autre chose, je suis assuré au tiers, et j'ai une personne non identifiée qui me cause un dommage. Elle s'en va, elle délit de fuite. Comment je fais pour être... Alors, je vais voir mon assureur, je leur dis, écoutez, j'ai un accident, il va me dire quoi? Ça marche ou ça marche pas? Alors, dans ce cas-là, il y a l'intervention du fonds de garantie, qui est un organisme d'État qui interviendra pour indemniser les dommages. D'accord, donc si je comprends bien, dans ces cas-là, fonds de garantie qui intervient, je suis assuré au tiers, une personne donc me heurte, je ne suis pas responsable. Dans ces cas-là, l'assurance, c'est du tiers, ne couvre pas les dommages. Mais il y a le fonds de garantie, donc un fonds qui est... Alors comment ça fonctionne, le fonds de garantie? C'est un fonds qui est alimenté par les taxes qui sont perçues. On paye une quote-part, je crois, chacun en fait sur son assurance paye un pourcentage qui va au fonds de garantie et qui garantit de la même façon? Oui, tout à fait. Les mêmes dommages. Oui. Voilà. D'accord, donc il y a une procédure un peu particulière, me semble-t-il, où il faut directement saisir le fonds de garantie qui demande pas mal de choses, parce que c'est sûr que c'est un peu particulier. Et dans ces cas-là, il y a une garantie. Alors, d'une façon générale, les personnes se disent « Ok, c'est très bien tout ça. » Et moi, tout ce dont je me rends compte, c'est qu'au tiers ou pas au tiers, mes assurances augmentent chaque année. Alors, donc comme j'ai l'assureur devant moi et aussi le courtier, mais comment ça marche? Pourquoi chaque année? Alors qu'on se dit, bon, peut-être bien que cette année, ça va baisser. Eh bien, le plus souvent, me semble-t-il, en tout cas, et c'est mon expérience propre, et je pense que ce n'est pas que la mienne, les assurances augmentent. Pourquoi? Comment ça marche? Comment fixe-t-on? Alors, c'est un travail de statistique et les assureurs sont très forts là-dedans. Ça fait plaisir. Ils ont des équipes de statistiques. Ils sont très forts sur ça. C'est des fins limiers, à mon avis. Et donc, ils font les résultats à chaque fin d'exercice. Ils voient les primes qu'ils ont encaissées, ils voient les sinistres qu'ils ont payés. Et en fonction de ces résultats, ils déterminent s'il y a lieu d'augmenter ou pas d'augmenter. Si je comprends bien, les cotisations. Plus il y a sur une année d'indemnisation, par rapport au taux de cotisation,
l'assurance augmente. C'est ce que je crois comprendre finalement. Ça marche comme ça, certainement? Tout dépend du ratio sinistre à prime. Voilà. C'est un peu compliqué, je dirais pas obscur, j'en sais rien. C'est mais... lié aussi beaucoup en automobile, mais au coût de la réparation automobile. Hein. Donc, qui n'est pas moins cher. Là, je veux bien le croire qu'il n'est pas moins cher que l'année passante. Ah non, ça, certainement pas, malheureusement. Alors, qui paye? Ça ne baisse quasiment jamais. Hein. Parce que donc, on se dit, on va voir notre assureur, notre agent, donc M. Charles Gervais, on n'est pas très content, mais on vient se faire indemniser. C'est vous qui payez? Pas du tout. Ah bon, d'accord. C'est la compagnie. Ça fait plaisir. Hein, donc, c'est la compagnie. Lorsqu'on va voir Charles Gervais, donc, qui est agent d'assurance, c'est pas l'agent d'assurance qui paye directement, mais c'est la compagnie. Non. Mais cette compagnie-là, elle est assurée elle-même, d'ailleurs. Comment ça fonctionne? Alors, les compagnies d'assurance sont réassurées. Sont réassurées par des compagnies de réassurance, donc à partir d'un certain ratio sur le sinistre. C'est le réassureur, disons... le sinistre est payé par la compagnie d'assurance jusqu'à, je dis n'importe quel chiffre, 15% peut-être. D'accord. Et après, donc, il y a une assurance. Et voilà. Et au-dessus, c'est le réassureur qui entre en jeu. Et ça, les réassureurs ont un rôle très important, notamment en cas de sinistre de masse, comme les cyclones. Oui, on peut comprendre, parce que c'est vrai que ça peut être une catastrophe naturelle, mais aussi une catastrophe pour l'assurance elle-même. Et ça, c'est vrai que c'est mieux, et c'est rassurant qu'elle soit réassurée derrière, n'est-ce pas? Et même, je vous dirais, elles sont surveillées par l'État, par le ministère de l'économie et des finances, pour vérifier si, en cas de sinistre de masse, elles ont la solvabilité nécessaire pour pouvoir payer des sinistres. C'est presque une quasi-obligation, au final, d'être réassuré. Intéressant, finalement. C'est rassurant pour savoir un petit peu comment ça marche, que ces compagnies soient elles-mêmes solvables de façon certaine. L'État peut même retirer leur agrément si les services de l'État voient qu'ils n'ont pas la solvabilité. Pour être assureur, il faut un agrément. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il y a quand même des règles qui, heureusement d'ailleurs, c'est très spécifique. Alors, un petit point qu'on n'a pas évoqué, mais qui peut intéresser nos téléspectateurs, la rédaction du constat d'accident. Parce que souvent, c'est pas évident. D'abord, on est blessé. Première chose, la personne n'est pas en état de le faire. Ouais. Ça arrive. Ça arrive souvent. Oui. Alors, comment ça se passe, déjà? Et puis, comment rédiger bien, en quelques mots, peut-être, de l'assureur, du spécialiste que vous êtes, rapidement, 2-3 conseils qu'on pourrait donner aux personnes pour bien rédiger ce document qui est d'importance, car finalement, c'est le document de référence. Oui, tout à fait. C'est très important, ce document. Prenez pas ça à la légère. Toujours prendre son temps. Non, pas du tout. Donc, il faut bien le lire, déjà. Et je dirais, dès qu'on a le document en main, on fait sa première assurance, prendre le temps de lire le constat amiable, et cocher surtout sur la première page les cases, bien faire attention. Le dessin, faire attention au dessin, parce que la petite ligne qui dépasse, on va vous dire, mais monsieur, vous dépassez la ligne. Alors que non, c'est juste un dessin, j'ai pas été très adroit. Ne pas oublier d'indiquer, souvent on voit ça, les clients oublient d'indiquer par une flèche le sens de circulation du véhicule. Très important, le sens de la flèche, bien sûr. Voilà. Sinon on va vous dire, mais écoutez, vous roulez dans l'autre sens, il y aura un problème. Et c'est vrai qu'en cas de contestation, ce document est important, et c'est le document central. Tout est contestable, je pense qu'on peut le dire, et tout est souvent contesté, mais il y a des solutions. Et la solution passe toujours par un constat d'accident bien rédigé, bien regarder s'il est signé, et que le dessin est rempli au bon endroit. Parce qu'il y a aussi une petite case marquée observation, les gens font parfois le dessin là, mais c'est pas là. Et toujours avoir l'original, ça c'est important pour vous, et toujours une copie recto-verso. Alors ce sont des choses, des éléments très simples, essentiel. Et le verso, on remplit le verso après, une fois qu'on a quitté les lieux de l'accident, chez soi, on remplit le verso et on peut mettre au verso justement sa version des faits pour compléter les informations. Donc on peut compléter effectivement ce document. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment indispensable donc d'indiquer l'ensemble des éléments lorsque ça arrive, prendre son temps et ne pas hésiter à dire. Parce que souvent il y a un stress dans ces situations, on vous pousse un petit peu à signer n'importe quoi. Non. Prenez votre temps. Si une personne est à terre, le plus souvent, c'est les gendarmes qui viennent, donc qui font un constat. Et c'est eux donc qui donnent des indications sur un procès verbal qu'on peut bien sûr demander à la gendarmerie. Donc si d'aventure vous êtes... Parce que des fois, c'est le cas. Des gens sont victimes d'accidents, se disent « mais j'ai rien !» et ils ne savent pas comment faire. Eh bien, il faut souvent voir un avocat, parce que c'est vrai que ce n'est pas tout à fait évident pour un simple particulier qui fait ce genre de choses, pour justement se permettre d'avoir accès à ces informations. Tout à fait. Alors, autre chose... On pense souvent que les motards
parce qu'ils existent aussi, on pense aux véhicules le plus souvent, mais motorisés, mais pas forcément aux motards. Alors, on a vraiment l'impression qu'être motard, c'est dangereux, et que les accidents, il y en a beaucoup, et qu'il faut être très bien assuré. Est-ce que, bon, alors on n'est pas là pour du statistisme ou des statistiques, mais est-ce que c'est vrai d'une façon générale? C'est l'impression que tout à chacun peut avoir. C'est assez difficile en Guadeloupe d'assurer les motards. Et bon, depuis quelques mois, il y a des compagnies mutualistes, notamment dans le monde de la moto. Mutuelle des motards, par exemple. Voilà, oui, c'est ça. Qui ont ouvert un peu les vannes et acceptent maintenant de garantir les deux roues. Aux Antilles ou Aux Antilles. Aux Antilles. Oui, parce que c'était pas évident et c'était très cher d'abord, c'est vrai, et pas simple. Et il y a eu on n'en trouvait pas carrément. On n'en trouvait pas, me semble-t-il. Les compagnies refusaient d'assurer les deux roues. Il y a vraiment un risque important et c'est vrai que nos routes ne sont pas peut-être aussi organisées ou aussi importantes qu'en métropole, du moins le réseau. J'avais peur. Et c'est un peu compliqué. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un taux quand même important. Alors, une question, on est aux Antilles et les scooters des mers. Les motos des mers, ça marche comment? Oui. Je crois que là aussi... Alors, justement, c'est intéressant qu'on évoque ce sujet, parce que les motos des mers, les scooters des mers, c'est pas obligatoire une assurance. Non. Mais par contre, c'est conseillé, parce qu'il y a comme des accidents. Vous transportez quelqu'un demain, il y a un problème, il tombe, vous heurtez quelqu'un, il y a un blessé, ça arrive! Eh bien, vous n'êtes pas assuré. Ce qui veut dire qu'a priori, c'est vous qui devez supporter le dommage, car on est tous responsables de son propre fait. Donc, à méditer... si vous avez un scooter des mers, il ne faut pas négliger cela. Assurance non obligatoire, mais fortement conseillée. Voilà. Et je crois aux Antilles... Avec la vitesse des engins... Et voilà. Et il ne me semble pas que ce soit très répandu. Non. Mais je pense qu'il faut le faire. Voilà. Alors, c'est sûr qu'ils n'ont pas les lisses, les scooters, donc le risque est un peu moindre qu'un bateau. Hein. Il y a quand même des risques. Mais il y a quand même des risques, parce que bon, vous êtes à 40 nœuds, vous percutez un baigneur oui, au puis crâne. Tout simplement un problème, quelqu'un tombe. Il peut mourir. Hein, voilà. Ok. Alors, on parle d'assurance, donc bon, le plus classique, c'est vraiment ce qui intéresse les uns et les autres, mais il n'y a pas que ça. On prend l'entreprise, par exemple. Souvent, les entreprises sont toutes assurées, hein, je pense, grosso modo, enfin pas toutes. Pas toutes, mais beaucoup. Grosso modo, notamment pour un cas qu'on voit fréquemment en cas d'incendie, et on a vu que chaque année, d'incendie qui vraiment, ça pose des problèmes importants, avec souvent des contrats qui posent problème. Pourquoi? Parce que vous assurez en 2000. Vous avez par exemple une déclaration de stock, par exemple, je sais pas, 100 000 euros de stock. Ouais. En 2017, vous avez 600 000, tout marche bien, ou du moins vous avez acheté. Toujours assuré pour le même montant. Vous êtes toujours assuré pour le même stock. Alors, c'est là aujourd'hui, il faut être très, très, très prudent. Je dis ça pour les entreprises. Oui. Il faut faire attention chaque année. Alors, il y a une obligation maintenant de l'assureur aussi de conseil. Alors ça, c'est... Ouais. Eh oui. Le courtier. Eh oui, et du courtier, parce que... Particulièrement. On va revenir là-dessus éventuellement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des procès, il y en a beaucoup de plus en plus. Tant pis, tant pis, c'est pas bien. C'est pas mal pour les avocats. Non, il y a des mises en cause, Mais c'est vrai qu'à l'époque, on voyait des mises en cause de l'assureur, c'était évident. Et de plus en plus du courtier pour défaut de conseil. Je suis venu vous voir, monsieur, chaque année, je vous fais un contrat qui est le même, ça bouge pas. J'ai 100 000 euros de stock déclaré, j'en ai 500 000, on m'a jamais interrogé. Voilà. Alors, ça n'empêche pas que de toute façon, lorsque cette position existe, de toute façon, notre entreprise est en difficulté. Pensez, on n'est pas là pour faire des procès à tout va, enfin du moins, bon, je pense pas, mais pensez à chaque année bien vérifier. Tout à fait. Et c'est valable finalement pour tout type d'assurance. D'une façon générale, parce que là, c'est vrai quand même que c'est un peu, des fois, sibyllin. Bon, mot savant pour dire qu'on ne voit pas tout à fait ce qu'on signe. Il y a des conseillers générales, alors qui sont censés, selon la loi, avoir une grosseur, sont quand même relativement petits. Enfin, qui vraiment lit un contrat d'assurance? Alors, ça, je ne sais pas, c'est la faute à qui, mais c'est vrai que c'est pas évident quand même. J'ai envie de vous dire, c'est un métier, mais nous, on est tous des particuliers, même les professionnels, on n'a pas le temps, pas l'occasion, pas forcément la formation. C'est quand même pas simple. Prenez quand même le temps, et avec votre courtier notamment, parce que lui, c'est son rôle de vous dire, l'assureur, j'irai, souvent on pose la question, mais pourquoi avoir un courtier? Il a une obligation quand même d'information qui est très importante, puisque c'est un intermédiaire. Il est là pour vous représenter, il est là pour vous assister. C'est son rôle. Et d'ailleurs, je ne suis pas là pour ça, parce que je suis vraiment désolé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a évoqué, disons les choses clairement, c'est que de plus en plus, le courtier d'assurance est visé par des procédures. C'est pas le but du jeu, parce que bon, c'est quand même un métier difficile, et ils le font bien ce métier. Et souvent, c'est vrai qu'on ne prend pas le temps non plus d'aller voir son courtier, de discuter avec lui. C'est vrai. Mais néanmoins, leur responsabilité est parfois mise en cause pour défaut de conseil. C'est vrai que dans un monde de plus en plus juridique,
C'est ce qu'on voit à l'époque, c'était il y a 10 ans, je crois qu'on le voyait pas beaucoup. La jurisprudence n'était vraiment pas très développée sur ce terme. Maintenant, c'est vrai, bon, je ne le dis pas pour des vulgarisé, si on peut dire. En gros, il y a un recours avec un problème, celui du stock par exemple, à l'entreprise, très bien, on va attaquer le courtier, et celui-ci, très bien, ça fait 10 ans, etc. Pour défaut de conseil. Et défaut de conseil. Alors, au niveau des entreprises, est-ce qu'il y aurait un autre conseil qu'on pourrait donner? Alors, bien sûr, des conseils de base, mais je parle du stock parce que ça, c'est un problème très important. Oui. Est-ce qu'il y aurait autre chose qu'on pourrait indiquer? Oui, le stock, justement, on pense plutôt donc, au dommage matériel de l'entreprise, mais il faut aussi songer aux pertes financières, et notamment l'assurance perte d'exploitation, voilà, qui est très importante. Et là, il y a pas mal d'entreprises, de petites entreprises qui ne sont pas couvertes. Pas bien couvertes. Pas bien couvertes, ou pas couvertes du tout en perte d'exploitation, parce que c'est une option et on ne veut pas payer une prime supplémentaire. Mais c'est tellement important parce que dans la multirisque. C'est très simple. Moi, je veux dire aux téléspectateurs, sur 20 ans, les entreprises, d'abord, il faut savoir que, on n'est pas là pour en parler, mais ça ne dure pas forcément, si on regarde les statistiques, l'entreprise dure vraiment 20 ans. Une entreprise qui a cette durée, donc c'est une bonne entreprise. Sur 20 ans. Les statistiques d'un problème comme celui-ci, ils sont quand même très élevés. Donc cette entreprise, plus elle dure dans le temps, moins elle doit négliger ses garanties. Mais c'est logique. C'est logique parce qu'à un moment donné, le problème arrive. C'est vrai, c'est statistique. Donc je dis pour ces entreprises-là, dès lors qu'on a pris un petit peu d'ampleur, de bien regarder cela, de bien considérer ça, perte d'exploitation, et bien regarder aussi ces contrats, parce que souvent, et c'est vrai aussi, on pense être bien assuré et on ne l'est pas assez. Il dit, c'est pas grave, de toute façon, j'ai tout ce qu'il faut et c'est pas vrai. Il faut pas oublier, en plus, nous sommes dans une zone quand même avec des aléas climatiques importants. Hein. Alors bon, c'est sûr que le dernier gros cyclone, c'était en 1989, mais enfin, il y en a eu quand même quelques intermédiaires. Non, mais avec quand même des dégâts, des fois, dans certaines zones isolées. Mais en parlant de statistiques, justement, le dernier gros cyclone, 1989, ce qui veut dire que peut-être on se rapproche chaque année, on se dit, bon, maintenant, ça va y être, c'est bon. Oui, voilà, statistiquement parlant, plus ça va, plus le temps passe, plus on entre dans une zone critique. Une autre chose, c'est que souvent les téléspectateurs ont l'impression, lorsqu'ils ont un problème, ils vont voir leur assurance, celle-ci dit, écoutez, on vous a bien assuré, mais dans tous les cas de figure, vous êtes mal assuré. Et c'est vrai que les gens viennent voir l'assurance, ils ne sont pas très rassurés, enfin, ils sont assurés, mais ils ne sont pas rassurés d'aller la voir, en disant de toute façon, finalement, j'aurai pas grand-chose. Alors, c'est pas forcément une bonne vision des choses, mais il y a quand même, il faut le dire, quand même, peut-être des efforts qu'on pourrait envisager là-dessus, au niveau peut-être de comment faire une assurance, comment on s'assure, et aussi de responsabiliser les uns et les autres. Je prends un exemple sur la garantie protection juridique. Ouais. Les gens pensent le plus souvent c'est bon, protection juridique, il y en a partout maintenant, on la propose dans plein de contrats, des fois même on a 3 ou 4, c'est vrai. Mais les gens pensent, voilà, c'est pas grave, en cas de procès, de toute façon, je suis couvert. C'est pas tout à fait vrai. Et non, parce que justement, vous êtes couvert avec un montant, un plafond, un nombre de litiges. Tout est question de litige. Lisez bien vos contrats. Et souvent, on vous dit les choses, mais on ne les entend pas forcément. On vous dit, écoutez, voilà, vous êtes couvert à tel montant, vous dites, je suis couvert. Faux. Et c'est vrai qu'au moment venu, on se rend compte qu'il y a une difficulté. Et c'est là où vraiment, encore une fois, bien prendre conseil. Et je pense que le courtier, surtout au moment où on vient signer un contrat, non mais je plaisante, mais est là pour ça. Et je pense qu'il est de bonne écoute. On est toujours de meilleure écoute, de toute façon. Au moment de la signature, mais c'est vrai. On conclut qu'après. C'est l'évidence. Notre hantise en tant que courtier, justement, c'est qu'il y ait un trou de garantie et que le jour où il y a un événement qui se passe... Le trou de garantie, ça, c'est une belle notion. Tout à fait. Un trou de garantie. C'est-à-dire que malgré l'ensemble des assurances qu'on vous propose, et il y en a pléthore, on va voir un assureur, je pense qu'il est capable de vous présenter beaucoup d'assurances, même souvent celles dont on pense ne pas avoir besoin. Il y a encore des trous de garantie. Bien faire attention, bien poser des questions. N'allez pas trop vite, souvent on signe, on ne regarde pas, on ne pose aucune question. Non, je pense qu'il faut avoir une attitude différente. Alors, on évoquait un certain nombre de choses. J'ai évoqué tout à l'heure les cyclones. Aujourd'hui, question, ce sera certainement la dernière question, puisqu'on approche quand même de la fin de cette émission. Il y aura tellement à dire sur les assurances et sur le droit de l'assurance. Cyclone, on pense qu'on est couvert vraiment ou pas? Alors, à partir du moment où vous avez une assurance dommage sur votre véhicule ou une sur la maison, par exemple. Une multirisque habitation, multirisque habitation. Ou sur l'entreprise. Voilà, ou l'entreprise, tout à fait. Multirisque professionnel. Multirisque professionnel, les mots comptent. Vous avez obligatoirement, et c'est le président Mitterrand qui avait fait passer cette obligation d'assurance, qui existe en métropole et pas dans les départements d'outre-mer. Ce qui n'était pas logique d'ailleurs. Voilà.
Et oui, tout à fait. C'est logique. Tout n'est pas forcément Et logique. donc maintenant, à partir du moment où vous avez une assurance dommage, incendie, par exemple dans la multirisque habitation, vous avez automatiquement l'assurance tempête, cyclone D'accord. qui joue. Et dans un deuxième temps, l'assurance catastrophe naturelle. Parce Alors- que le régime ici, il est différent de la métropole. Alors- Il est à 2 vitesses. Alors, assurance tempête, donc on l'a avec cette assurance-là, mais Voilà. l'assurance catastrophe naturelle, c'est une option. Alors non, c'est pas une option, c'est Ah, c'est obligatoire important, c'est aussi. obligatoire, d'accord. Mais comme je vous dis, l'assurance des tempêtes est à 2 vitesses. C'est-à-dire que vous avez d'abord une assurance cyclone où c'est votre assureur lui-même qui va payer directement. Et ça, c'est valable pour les ouragans de la catégorie 1 et 2. Donc, le plus fréquent. Donc les vents, maximaux de 145 km/h. Les plus fréquents, Ok. au final. Donc dans ce cas-là, si les vents sont de 145 km/h maximum, c'est la garantie cyclone qui va marcher. Et c'est votre assureur qui va vous D'accord. Et au-delà rembourser. Et au-delà Au-delà, maintenant, nous rentrons dans les gros ouragans, là, catégorie 3, 4 et 5. le Hugo. Là, c'est là que le régime des catastrophes naturelles va se déclencher dans les DOM. D'accord, Oui. donc c'est-à-dire parce que... Alors qu'en métropole, il se déclenche depuis la catégorie 1. D'accord, donc c'est pas plus favorable. Alors, c'est pas... Non, c'est un peu moins favorable. C'est un peu moins favorable, dû à des problèmes de vétusté, de calcul d'indemnité, etc. Ok. Quand vous rentrez dans le régime CatNat, alors vous êtes couvert comme la garantie incendie, donc bâtiment, valeur reconstruction et contenu à 100% sur la valeur. Bon, une dernière question, parce qu'on approche vraiment de la Déclaré. fin. Là aussi, c'est quoi la valeur reconstruction? J'ai un bâtiment, je l'ai payé 400 000 euros. Aujourd'hui, d'abord, il va se poser le problème de la reconstruction ou pas. Bon, on passe sur ce point, mais ça, c'est un problème important. À quel montant? J'ai 400 000 euros il y a 5 ans. Aujourd'hui, pour reconstruire, il me faut 800 000. Comment ça Alors, marche? le bâtiment est détruit complètement. Donc, dans un premier temps, l'assurance va vous rembourser la valeur vétusté déduite du bâtiment. Ok. Donc, si le bâtiment il a 20 ans, par exemple, Moi, je parle pour la reconstruction. on va vous rembourser dans un premier temps tout de suite la valeur vénale, voilà, D'accord. la valeur vétusté déduite, qui peut être 85% de la valeur. Et l'assurance vous remboursera la différence entre la valeur vénale et la valeur à neuf, de reconstruction à neuf au jour du sinistre, sur présentation des travaux, D'accord, donc on rembourse. des factures de travaux. D'accord, donc le sur tout de suite, finalement, Voilà. et le à faire Voilà. après. On est bien Voilà. Mais vous êtes intégralement couvert remboursé pour Entièrement valeur reconstruction à neuf. Alors, juste que vous sachiez, c'est que quand même, c'est pas si simple que ça, parce qu'en cas de sinistre, c'est souvent des procédures un petit peu longues. Voilà, il faut quand même le savoir. Bon, voilà, je voulais juste le dire. Il faut pas oublier que, et je conseille ça à mes clients, que vous pouvez prendre un expert d'assuré Ça, c'est vrai. pour défendre vos intérêts vis-à-vis de l'expert de la compagnie. Oui. Et ces honoraires de cet expert d'assuré sont partiellement pris en charge et remboursés par la Alors, ça, par- c'est vrai. par la Demain, il y compagnie a d'assurance. un incendie chez vous, je parle souvent pour les entreprises. Ayez recours à un avocat, d'abord, je pense que c'est important, et un expert d'assuré. Ça, c'est essentiel. Vous ne serez jamais aussi bien défendu avec ces deux intervenants, c'est très important. Et un bon courtier. Et un bon courtier, ou alors. un bon agent. Bon, très bien. On a M. Charles Gervais en face de nous, je pense que c'est l'homme de la situation. Voilà. Le mot de la fin, s'il vous plaît? Eh ben, écoutez, On a dit beaucoup de choses. Oui, pas mal, c'est bien, parce que c'est une émission qui permet, j'espère, de vulgariser un peu les termes d'assurance qui sont souvent un peu obscurs, hein, obscurs. Merci. pour le public. Même pour je nous, vous remercie. avocats, je vous le dis tout de suite. Merci de m'avoir invité. Avec en grand tout cas, plaisir, Monsieur et- Charles Gervais. C'est vrai qu'on voulait avoir un grand professionnel du secteur en Guadeloupe. On a pensé à vous parce que vous en êtes un. Merci Nous sommes pour le très grand heureux et professionnel. merci aussi de votre transparence parce que c'est pas un métier évident et la transparence Ouais, n'est pas c'est toujours sûr. de mise. C'est sûr. Et là, on vous en remercie. Alors, cette émission s'achève. On a donc envisagé des éléments sur l'assurance qui, à mon avis, vous ont beaucoup intéressé, des questions que vous vous posez très certainement. Il y en a plein d'autres. Mais je pense en tout cas qu'il faut bien comprendre, qu'il faut bien lire, poser des questions dans la signature, être sûr de ce qu'on fait, de ce qu'on signe, pas se dire bon allez je verrai plus tard, on voit jamais plus tard, on voit tout de suite, car plus tard c'est jamais. Et puis surtout en cas de problème, de bien être accompagné. Alors, comme je dis tout le temps en fin d'émission, il y a toujours des problèmes et surtout là on ne s'y attend pas, on est bien d'accord. Mais aussi, et c'est le thème majeur de cette émission, des solutions.